Névache est une commune française, située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La commune de Névache est sur la frontière italienne. Elle est traversée par le 45e parallèle nord, et de ce fait située à égale distance du pôle nord et de l'équateur terrestre, environ 5000 km. Névache est la plus haute commune de la vallée de la Clarée. Son chef-lieu, le hameau de Villhaute, se situe à 1594 mètres d'altitude. Le territoire de la commune de Névache est composé de la haute vallée de la Clarée et de la vallée étroite. Cette dernière est depuis des temps immémoriaux l'une des montagnes de la communauté, puis commune de Melzet qui a été fusionnée le 30 juin 1835 avec la commune de Les Arnaud, puis le 16 juin 1927 avec celle de Bardonnèche. La vallée de la Clarée et la vallée étroite communiquent par plusieurs cols, mais un seul, le col de l'Échelle, peut être franchi, de manière saisonnière, par les automobiles de tourisme. Toponymie, le nom de Névache apparaît pour la première fois sous la forme Nevasca en 739, Nevasca en 1118, Nevachia en 1232, Nevasia en 1334. La première forme connue pour désigner Névache figure dans le testament du patrice Abon qui cède, en 739, avec de nombreuses autres propriétés, à Nevascaval, à l'abbaye de la Novalaise. Le Nevachao-alpin s'est francisé en Névache. Les étymologistes s'accordent à considérer ce nom comme étant composé d'un racical à neuve, et d'un suffixe aka ou asque. Les toponymistes considèrent que le suffixe aka est d'origine pré-celtique ou ligure. Il a donné des noms de lieux qui se terminent en acha, h, dans les Alpes, et à aka, asque, dans le sud-est méditerranéen de la France. Préhistoire, Antiquité, et au Moyen Âge. Présence de plusieurs pierres à cupules, tevole à coppel en italien, dans le secteur de l'Acou. Au Moyen Âge, la paroisse de Névache est la structure sociale dont l'existence est la plus anciennement documentée, grâce aux documents que conservait la prévôté de Saint-Laurent d'Oultps qui prélevait la dîme. Le 28 juillet 1333 dans le testament qu'il dicte à la Perrière, le dauphin Guy VIII ordonne à ses exécuteurs testamentaires de faire reconstruire l'église de Névache. La coseigneurie de Névache, Névache semble avoir fait partie, dès leur prise de possession du Briançonnais, des fiefs que les dauphins de Viennois tenaient de l'empereur germanique au travers du royaume d'Arles. Ils s'en servent de monnaie d'échange afin de pouvoir participer à la coseigneurie que les descendants de Witzbald de Bardonnèche avaient créée, dans cette communauté et dans celle de Bollard et de Rochemol, probablement à la faveur des troubles de la succession de Bourgogne, à la fin du Xe siècle, et qui échappait à la suzeraineté des princes de Briançonnais, soit qu'elle était considérée comme un alleu, soit qu'on la tienne vassale immédiate du royaume d'Arles. Certains historiens ou érudits ont envisagé que Névache faisait partie de la seigneurie de la famille de Bardonnèche. Les documents qui énonçant les propriétés que le dauphin transfère au fils du roi de France, en 1343, distinguent le fief de Bardonnèche et le fief de Navache. Le 27 septembre 1272 à Bonneville, le dauphin Jean Ier, avec le consentement de sa mère, Béatrice de Faucigny, inféode à Boniface de Bardonnèche, les biens Delfino de Névache. Le 22 septembre 1282, le dauphin Jean Ier remet à son fidèle et familier Boniface de Bardonnèche, et à ses successeurs, en augmentation du fief de Bardonnèche et sous réserve d'hommage, la juridiction sur les biens et les personnes nobles et non nobles, de la paroisse de Névache. Le 3 octobre 1282, Anne de Bourgogne, comtesse de Vienne et d'Albon, dame de la Tour du Pin, qui a succédé à son frère, le dauphin Jean Ier, confirme à Boniface de Bardonnèche l'inféodation qui lui avait été concédée de la juridiction sur la paroisse de Névache. Le 21 septembre 1310, à Saint-Bonnet-en-Champsaur, le dauphin Jean II de la Tour du Pin confirme à Hugonnet de Bardonnèche, fils de Boniface, l'inféodation de la juridiction sur Névache que son oncle avait concédée à Boniface de Bardonnèche et à ses descendants. Le 21 juillet 1332, Hugues de Bardonnèche, Aymon Galvin, Boniface et Mathieu de Navès, co-seigneurs de Névache, cèdent au dauphin Guy VIII les vassaux, les redevances, les droits de justice et tous les biens qu'il possède à Névache. Le 11 août 1250,
le dauphin Guy VII de Viennois renonce, en faveur des habitants de la paroisse de Névache, contre 30 livres viennoises et 30 sols viennois pour le salaire du Mistral, payable le jour de la Saint-Michel, à son droit de lever sur eux des tailles. Les habitants de la paroisse se voient reconnaître par la même occasion le droit de s'assembler, hors même de la présence du châtelain afin de répartir entre eux cette dette, mais doivent s'adresser au châtelain pour contraindre les réfractaires et les mauvais payeurs. Cette concession qui tend, au fil du temps, à se généraliser en Briançonnais et dans plusieurs régions du Dauphiné, est la plus ancienne connue dans la seigneurie briançonnaise. Elle constitue l'acte fondateur du régime municipal de Névache, encore que les habitants de la paroisse de Planpinet sont exclus de ses bénéfices. En 1328, les habitants de la vallée de Névache, avec ceux de Cézanne et d'Exille, encouragés par Aubert aux Rousses, se soulèvent contre le pouvoir du dauphin. Une révolte a lieu la même année à Bardonnèche contre ceux des co-seigneurs. En 1332, le dauphin Guy VIII passe un accord avec les habitants de Névache, par lequel ceux-ci s'interdisent toute forme d'intelligence avec le comte de Savoie. En 1343, la communauté de Névache rentre pour la seule paroisse de Planpinet, dans le système d'accords complexes qui régissent les escartons du Briançonnais. La paroisse de Névache comme celle de Bardonnèche, de Rochemol et de Bollard dispose de sa propre charte, et profite de l'ambiguïté de sa situation, pour conserver un semblant d'autonomie en certaines matières. Le 18 mars 1386, la communauté de Névache achète à Hugonnet de Bardonnèche, pour la somme de 300 florins, un alleu qu'il possède sur son territoire. Le 14 août 1476, les communautés de Névache, de Montgenèvre et de Val-des-Prés obtiennent une ordonnance de Jean d'Aillon, gouverneur du Dauphiné, qui fixe le nombre de feux taxables en fonction de la fertilité des fonds de chaque communauté, et non du nombre de leurs habitants. Les châteaux de Névache. Le premier château, la tradition orale veut que le sommet du rocher nommé, la Taroche, soit le site où un premier château fut construit. Il n'existe à vrai dire aucune preuve de son existence. L'hypothèse de sa destruction, par les Sarrasins, est tout aussi fantaisiste. Le second château, le projet d'inféodation du Dauphiné à l'Église romaine, transmis par le dauphin Humbert II de Viennois, au pape Benoît XII, fait état d'un castrum de Navéchat, mais aucun document contrairement aux autres châteaux delphinaux du Briançonnais, n'en mentionne le châtelain ou une quelconque réparation des défenses. Il est probable que ce château ou une fortification du hameau de Villhaute n'a jamais existé. La tradition historiographique locale voit néanmoins, dans la base du clocher de l'église actuelle, les vestiges de la tour de ce bâtiment. Le plus grand événement du XVIe siècle à Névache réside certainement dans la reconstruction et l'embellissement des églises de Névache et de Planpinet. En 1708, à cause de l'invasion des troupes du duc de Savoie, les habitants du village se réfugient dans les montagnes. À la fin des années 1920, la Commission royale du Grand Paradis décide, avec le concours financier du gouvernement italien, de procéder à une expérimentation de l'acclimatation du renne dans les Alpes, et choisit la vallée étroite pour accueillir les animaux qu'elle acquiert en Norvège. 2 mâles âgés de 4 ans, et 5 femelles âgées de 2 ans, semi-domestiques, arrivent à Bardonnèche le 10 février 1929. Ils sont dans un premier temps parqués dans un enclos près de la gare, mais les mâles prennent l'habitude de s'en échapper afin d'aller pâturer où bon leur semble. L'un d'eux finit par vivre en liberté. Ils sont finalement tous mis en liberté aux abords du lac Vert. Quelques incidents font craindre à leurs propriétaires de la commission qu'ils ne passent la frontière française, et celle-ci décide de les installer dans le Grand Paradis. Le territoire de la commune s'est agrandi de la vallée étroite, auparavant italienne, en 1947, à la suite des rectifications de frontières après la Seconde Guerre mondiale. Cet ajout constitue une exception à la règle faisant passer les frontières aux lignes de partage des eaux. Émilie Carle, institutrice de la commune voisine de Val-des-Prés, a publié début 1978 un roman autobiographique, Une soupe aux herbes sauvages, qui a inspiré l'adaptation télévisée éponyme, diffusée en 2001 sur TF1. Le mouvement de révolte villageoise pour protéger la vallée de la Clarée y est longuement raconté. Dans les années 1970, un projet de voie rapide passant par la vallée de la Clarée,
pour aller de Fos-sur-Mer-Marseille à Turin, Italie, mobilise les habitants. Le bruit court alors que la voie rapide pourrait même devenir ensuite une autoroute sous le col de l'Échelle, selon René Sieyès-Trinck, qui deviendra maire de Val-des-Prés de 1990 à 1995, et de 2008 à 2014, tandis qu'un projet de station de ski est aussi évoqué. Émilie Carle a créé une association de protection portant les slogans « La vallée de la Clarée aux paysans » et « Laissez les montagnards tranquilles ». Le 13 août 1974, elle défile à Briançon avec 13 tracteurs, venus des villages de la Clarée malgré les heures de travail perdues en pleine saison de fenaison. La voie rapide n'a jamais vu le jour, le gouvernement y renonçant après 3 ans de manifestations. Peu avant ce mouvement, d'autres également victorieux, avaient servi de précurseurs, la lutte des éleveurs du Larzac contre l'extension du camp militaire, les agriculteurs résistant au projet de superstation de ski à Servières, Hautes-Alpes, vallée également proche de Briançon, avec le soutien du volcanologue Haroun Tazieff, et les bergers du village sarde d'Orgozolo, contraints de transférer leur bétail à cause d'un champ de tir. Lieux et monuments remarquables. Architecture religieuse, églises et chapelles paroissiales. L'église Saint-Marcellin et Saint-Pelage au hameau de Villot-à-Névache. L'église Saint-Marcellin et Saint-Pelage à Villot fut construite de la fin du XVe siècle. La tradition érudite locale prétend qu'elle a pris la place d'un château fort dont la tour du XIe siècle servit de base au clocher. Jusqu'au XIXe siècle son chœur possédait un vitrail du XVe siècle qui représentait le Christ en croix, entre la Vierge et Saint Jean évangéliste, au pied desquels les blasons de France et du Dauphiné, entourés des cordons de l'ordre de Saint-Michel, avaient été placés. Le prêtre titulaire de la paroisse décida alors de le remplacer par les vitraux actuels. Il faut remarquer la tribune de 1537, les fresques Saint-Christophe et Saint-Antoine, rapportées de la chapelle Saint-Hippolyte, les fonts baptismaux 1617, 2 tableaux représentant la reine Jeanne de France et la duchesse Anne de Bretagne, bienfaitrice de l'église, un cadran réalisé par Giovanni Francesco Zarbula, et ses cloches. Église Saint-Sébastien à Planpinet, peinture murale des XVe et XVIe siècles. Chapelle. Chapelle Saint-Antoine l'Ermite à Villot. On lit traditionnellement son existence à la présence d'un établissement des Antonins au XVe siècle, et au XVIe siècle à Névache. Cette structure a pu prendre des formes différentes dans le temps, mais son histoire n'a jamais été étudiée en détail. En 1541, elle est qualifiée de commanderie, le 25 août 1541, Romanet Odon, commandeur des Antonins de Gap, confère à Jean de la Serve, la commanderie de Névache dont Jean Gotaffray, Brescia du monastère vient de résigner la charge. Chapelle paroissiale du hameau de Villot. Elle est utilisée comme église d'hiver car il est possible de la chauffer, contrairement à l'église voisine, trop grande et qui n'a jamais été équipée de dispositifs qui permettraient de le faire. Chapelle Saint-Jean-Baptiste à Villebasse. Chapelle paroissiale du hameau de Villebasse. Elle est principalement utilisée à l'occasion de la fête de ce saint. Chapelle Saint-Laurent à Salé. Chapelle paroissiale du hameau de Salé. Chapelle Saint-Hippolyte à Roubion. Chapelle paroissiale du hameau de Roubion. Elle possédait une statue équestre de Saint Hippolyte que la paroisse conduisait en procession faire boire son cheval à la rivière, lors de la fête de ce saint, 13 août. Chapelle Notre-Dame des Grâces à Planpinet, peinture murale des XVe et XVIe siècles, et sa cloche de 1761. Chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs au Mont-Tabor. Chapelle paroissiale du Melzay. Chapelle privée. Notre-Dame des Sept Douleurs au Mont-Tabor. On ne sait pas à quelle époque remonte sa construction initiale. Les archives de la paroisse de Melzay font état de dons qui lui sont affectés en 1648. En 1694, elle est en ruine. Girolamo André, le curé de Melzay dépense alors la somme de 90 livres qu'il tire des aumônes faites en faveur de la chapelle, pour la faire rebâtir. 33 mules sont nécessaires pour porter les matériaux, et les paroissiens fournissent gratuitement la main-d'œuvre pour sa reconstruction. Il s'agit alors d'une construction en bois. Le 29 août 1773, on bénit sa cloche offerte par M. Buisson et de Madame Arnaud de Briançon. En 1860,
Les paroissiens de Melzet, pendant une épidémie de fièvre typhoïde, font le vœu solennel de se rendre chaque année, le 16 juillet, en pèlerinage à la chapelle. Le pèlerinage commence par le parcours des 14 stations du chemin de croix construit le long du chemin qui conduit à la chapelle. En 1894, dont Massimino Vallei, curé de Melzet, et Delphine Grand, le maire de Melzet deviennent les promoteurs de l'idée de reconstruire la chapelle avec des matériaux plus solides. Une souscription est ouverte qui collecte 440 lire. Les travaux de construction de l'assise et du mur de soutènement de la chapelle débutent en 1896. La construction du bâtiment commence le 26 juillet 1897, et la chapelle est inaugurée le 13 septembre 1897 dans de mauvaises conditions climatiques. En 1957, dont François Massé, curé de Melzet, aidé par une vingtaine de volontaires procède à des travaux de restauration, et à la reconstruction de la partie avant de la chapelle. Le propriétaire de cette chapelle est la commune de Bardonnèche. Saint-Antonin à Ville-Haute. Sainte-Apollonie au Cayrélin. Les âmes du purgatoire à Roubion. Sainte-Anne au Verny. Sainte-Barbe à Lacou. Saint-Benoît à Ville-Haute. Sainte-Élisabeth à Lachat. Chapelle disparue. Elle appartenait à la famille Poulain mais a été rasée par une avalanche. Saint-François à Régy à Planpinet. Saint-Ignace à Buffère. Saint-Jacques à Laval. Sainte-Marie à Fontcouverte. Chapelle Sainte-Marie à Fontcouverte. Construite par Ambroise Maritant, qui est aussi le créateur de la cuve baptismale de l'église Saint-Marcellin et Saint-Pelage, et qui possédait un chalet proche de la chapelle en 1617. Elle est l'emblème visuel de la haute vallée de la Clarée, et appartient aux descendants d'Ambroise Maritant. Son architecture est plus raffinée et plus somptueuse que celle des autres chapelles de hameaux d'alpage car elle possède une nef et un chœur. Une grille de bois sépare sa nef de son parvis et une barrière, aussi en bois, sépare son chœur de sa nef. Son autel était décoré d'un triptyque composé d'une statue dorée de la Vierge à l'Enfant placée dans une niche, surmontée d'une représentation de Dieu le Père et de deux volets peints représentant Saint Marcellin et Saint Pelage. Sa face extérieure, malheureusement très dégradée, représente l'Annonciation. Elle est aussi l'une des rares chapelles de hameaux d'alpage que son constructeur ou ses propriétaires ont doté d'un clocheton. La cloche que celui-ci accueille a été bénie en 1953 par l'abbé Romagne et le père Magande. Saint-Michel au Vallon. Notre-Dame de Bon Rencontre. Notre-Dame de Bon Secours à Lacou. Notre-Dame de Lourdes à Ville-Haute. Notre-Dame de la Vie, au Creuset. Chapelle disparue dont il ne reste que les marques de l'emplacement au croisement du torrent du Creuset, et de l'ancienne route de Névache à Planpinet au lieu-dit Les Arras. Son nom s'entend différemment en français et en patois dans lequel elle signifie « Notre-Dame de la Route », qui est plus logique étant donné sa localisation. Saint-Roch au Château. Saint-Sauveur à Roubion. Oratoire, Notre-Dame des Combes. Voulu par Mademoiselle Thérèse Balsay. Construit au lieu-dit le Pied des Combes, près du chemin qui conduit à la montagne des Tures, GR5, et du torrent de Roubion. Il fut béni par le père Louis Romagne, curé de Névache, le 25 septembre 1971. Saint-Roch à Planpinet. Construit en face de l'ancienne caserne du poste de Planpinet, aujourd'hui l'auberge, la Cléda. Architecture civile, forge, moulin du haut, moulin du bas, moulin Ville-Haute, fourni lieu-dit Planpinet, fourni lieu-dit Salé. Cadran solaire sur la maison, Maritant. Cadran solaire sur la maison, Rochat. Cadran solaire sur la maison, La Bélière. Et le cadran solaire réalisé par le peintre Hippolyte Laurençon. La maison traditionnelle. Maison ferme dite gîte d'étape. Chalet. Les structures communes. Moulin de Ville-Haute, privé. Moulin banal de Ville-Haute. Four banal de Ville-Haute. Four banal de Ville-Basse. Ancienne laiterie. Four banal de Salé. Ancienne école de Ville-Haute. Ancienne école de Ville-Basse. Ancienne école de Planpinet. École de Roubion. Bureau de poste de Ville-Basse. Presbytère mairie et sa cloche de 1677. Forge et ancien garage des pompiers de Planpinet. Petite bâtisse allongée, au toit à deux pans, en bordure du village,
Elle comporte 2 pièces de même taille qui abritaient respectivement, à l'est une forge et à l'ouest les pompes à incendie. La forge a été construite après l'incendie du hameau en 1892. Elle était équipée d'un four de forge au soufflet en cuir. Elle ne semble plus avoir servi après 1924. Les pompiers disposaient, à Plampinet, de 2 pompes à incendie, l'une datée de 1850, l'autre de 1890. Architecture militaire. Le fort de l'Olive, le blocos de Lanlon, gouverneur militaire de Lyon de 1888 à 1893, par le 12e bataillon de chasseurs alpins, alors commandé par le lieutenant-colonel Jean-Gaston Divolet, en 1891 à 1892, sous la direction du capitaine adjudant-major Lecomte. Un budget de 20 000 francs permet d'édifier des baraquements qui permettent de loger 400 soldats, et des retranchements qui couvrent les 2 flancs du col de la Chaudacle.